Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va voir ensemble un petit peu la nouvelle caméra de Sony, la FX9. Il y a Sony qui nous a contacté il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, Sony France, et qui nous a déposé un prototype de la future FX9. C'est un prototype complètement fonctionnel, je veux dire le capteur, le firmware, tout ça, et la version définitive ou quasi def par rapport à ce qui va sortir en décembre. Il y a juste le carénage. Voilà, on a eu la version en noir, alors qu'en vérité, dans la vraie vie, elle sera grise. Alors la FX9, pour ceux qui la connaissent pas encore, on va dire que c'est la grande sœur de la FS7. Personnellement, je pense qu'elle va remplacer la FS7, même si clairement Sony pour le moment se voit la face et nous informe que pas du tout, la FS7 Mark II en l'occurrence, continuera de vivre parallèlement à la FX9. Mais la FX9 a, on va dire, deux gros atouts pour elle, vraiment énormes. Et donc on va revenir sur ces deux trucs-là, on va voir des exemples. À savoir, il y a le capteur et il y a surtout l'autofocus. Entre autres, mais clairement c'est ces deux points principaux de cette caméra. Le capteur, tout d'abord. Le capteur, on est passé sur un capteur full frame. Donc voilà, Sony met les deux pieds maintenant dans le turfu et prend des capteurs beaucoup plus larges. La FS7, avec laquelle je vais comparer régulièrement la FX9 dans la mesure où j'ai un peu l'impression à titre personnel que c'est un remplacement. Même si clairement il n'y a aucune volonté de Sony affichée de remplacer la FS7 par la FX9. Mais je vais les comparer ensemble. La FS7 avait un capteur Super 35 qui enregistrait du 4K. La FX9 a un capteur 6K. Full frame. Mais elle n'enregistre pas de 6K. Elle ne va faire exclusivement que du 4K DCI ou de l'UHD ou du Full HD. Voilà. Mais elle ne fera jamais de 6K. Oui, mais alors pourquoi du coup il y a un capteur 6K? Alors, je vais vous donner un petit peu mon opinion personnelle, basée sur des faits techniques incontestables. Mais clairement, quand on passe d'un capteur 6K à un enregistrement 4K, on fait de l'oversampling, c'est-à-dire on prend une image plus résolue pour la mettre dans une boîte un peu plus petite. En faisant ça, on a une image qui est plus détaillée, plus crisp. Alors c'est peut-être contre-intuitif de penser ça naturellement. On pourrait se dire, puisque je diffuse en 4K, autant que j'enregistre en 4K et que mon capteur soit du 4K. En réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Le plus de résolution on a à la prise de vue et le plus de détails on aura en sortie. Et d'ailleurs, soit dit en passant, si vous diffusez uniquement en Full HD, il vaut mieux toujours enregistrer en 4K, faire la compression en Full HD, diffuser en Full HD ensuite. Vous aurez une image qui sera plus détaillée, quand bien même c'est sur Internet, que si jamais vous aviez fait toute votre chaîne de production en Full HD. Voilà. C'est un petit cadeau, petit conseil qui fait plaisir. Autre intérêt également de tourner en 6K. La caméra donc a un capteur full frame 6K, mais elle offre la possibilité de pouvoir tourner en Super 35. Parce que pour certains plans, on a besoin d'avoir un Super 35 plutôt qu'un full frame. On n'a pas forcément besoin d'avoir tout ce flou comme ça partout dans l'image. Et donc pour ce faire, pour garder du Super 35 et tourner en 4K, il faut à la base qu'on ait une vignette qui soit beaucoup plus résolue que le 4K. Parce que quand on va cropper dedans, qu'on va prendre une portion du capteur, il faut qu'on ait suffisamment de pixels pour pouvoir sortir du 4K. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait. On part d'un 6K full frame et on passe après à un 4K Super 35. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ce capteur est un capteur 6K full frame. Et ceux qui utilisent la Venice diront « Ah, mais en fait, ils ont juste repris le capteur de la Venice. » Et bah non, pas du tout. Pas du tout, c'est un capteur tout neuf, tout nouveau, voilà. Alors, il faut savoir que Sony fait la moitié des capteurs, si ce n'est plus, qu'on trouve sur l'intégralité des caméras, des appareils photo du monde. Mais clairement, ce capteur-là a été designé exclusivement, en tout cas développé, pour la FX9. Ils n'ont pas du tout repris le capteur de la Venice. C'est un capteur qui dispose, d'après les données constructeurs, de plus de 15 diaph de plage dynamique, ou 15 stops de dynamic range. Un autre truc intéressant sur cette caméra, c'est que Sony a implémenté sur ce capteur le dual ISO. Donc le capteur a deux ISO maintenant natifs, comme ça se fait de plus en plus, 800 et 4000 ISO. Ce qui en fait naturellement une caméra qui est beaucoup plus sensible que la FS7. Alors on a fait quelques tests de montée en ISO et effectivement la caméra a l'air de beaucoup mieux se comporter et c'est pas choquant. Il y a quand même un gap, je crois qu'il y a 4 ans d'écart, presque 5 ans d'écart entre les deux caméras. Donc c'est un petit peu normal qu'elle se comporte mieux. Surtout qu'il faut savoir
que la caméra ne propose pas de S-Log 2. Elle propose que du S-Log 3. Voilà, c'est comme ça. Alors, c'est un petit peu embêtant parce que pour ceux qui connaissent le S-Log 2, hein, c'est une courbe logarithmique qu'on utilise beaucoup avec la série des alphas ou avec la FS7, FS5, qui est relativement facile à exposer, relativement facile à étalonner, à grader. Le S-Log 3 est un peu plus difficile, notamment parce qu'il bruite beaucoup plus facilement. Alors c'est très intéressant la logique de Sony derrière le pourquoi et du comment ils n'ont pas mis de S-Log 2. Chacun aura son avis dessus. Mais la caméra étant plus sensible, du coup ça va être plus facile d'exposer le S-Log 3, sachant qu'il va bruiter moins vite, vu que la caméra est plus sensible. Et en même temps, comme la caméra a 15 diaphes de plage dynamique, eh ben le S-Log 2 n'était pas pertinent. Tout simplement parce que le S-Log 2 peut encapsuler 12 diaphes de dynamic range. Là où le S-Log 3 encapsule, je sais pas combien d'ailleurs, mais en tout cas au moins les 15 plus du capteur. Donc ils se sont dit ça. Maintenant, moi, perso, je regrette qu'ils ne nous aient pas donné le choix de pouvoir tourner en S-Log 2 avec 12 et quelques diaphes ou en S-Log 3 si on le veut. Voilà, donc je suis un petit peu triste. Je pense que, enfin j'aimerais bien en tout cas que Sony l'implémente dans une mise à jour prochaine. Ce serait vraiment cool. Voilà, c'est pas grand chose de mettre une courbe en plus. Voilà, même si clairement je pense que Sony essaie de nous pousser à faire un peu plus de S-Log 3 pour bénéficier vraiment de toute la puissance du capteur. Alors quand on utilise le mode Cine-UI, pour ceux qui l'utilisent, automatiquement la caméra passe en S-Log 3. Voilà, on a la main sur rien d'autre, c'est automatiquement S-Log 3, point, barre, c'est fini. Par contre, si on passe en custom, là du coup on peut débloquer le menu Paint et commencer à jouer avec quelques courbes de gamma, hein, parmi les plus connus de Sony, mais pas le S-Log 2. J'espère tellement qu'un jour il fasse une mise à jour là-dessus, on verra, ce sera la surprise. Dans les profils colorimétriques, on peut noter d'ailleurs la présence d'une courbe qui a l'air pour moi d'avoir un fort potentiel. C'est la courbe Cinetone, qui est une courbe qui va embellir les carnations. Pour le peu que j'ai vu, et heureusement j'ai pas eu la caméra assez longtemps pour pousser à fond les tests, mais c'est vrai qu'on a un rendu de peau et de carnation qui est assez joli, assez flatteur. Ce sera, je pense, la chose qu'on va tester un peu plus dès qu'on aura la caméra en boutique un peu plus longtemps. Donc la caméra enregistre en interne en XAVC, que ce soit de l'intra et du long op. Comme la FS7, tout pareil, ce sont des codecs vraiment très solides, pas de souci. Du RAW en externe, hein, via la prise BNC, en utilisant le module à venir, c'est le XDCA FX9, pareil que pour la FS7 à l'époque. Donc elle pourra sortir du 4K et du 2K, mais pas de 6K. La caméra sortira a priori jamais de 6K. C'est pas prévu du tout, et d'après Sony, la caméra en serait même incapable, matériellement. La caméra, à terme, avec les différentes mises à jour qui vont arriver dans le courant 2020, sera capable de faire 180 fps en full frame Full HD, hein, en utilisant tout le capteur, 180 fps, et en 4K, elle sera capable de faire du 60 images, que ce soit en full frame ou en Super 35. Vous pouvez retrouver de toute manière tout le tableau là à l'image, mais également sur le site de Sony, hein, qui tiendra au courant des différentes avancées, des mises à jour, qui permettra de pouvoir libérer tel ou tel framerate sur la caméra. Et il y a autre chose, moi, que je trouve complètement fou dans cette caméra, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Clairement, je suis plutôt un utilisateur côté ciné, un des grands capteurs, c'est-à-dire pour moi la mise au point est plutôt manuelle. Mais là, c'est complètement dingue ce qu'ils ont réussi à faire. Sony a développé et implémenté un système d'autofocus qui pour moi est parfait dans cette caméra, dans cet outil. Cet autofocus est hybride, il utilise à la fois la détection de contraste, comme le font par exemple les autofocus de Panasonic, qui sont pas parfaits, mais également la détection de phase. Et ça vous permet de pouvoir faire des mises au point rapides, efficaces, comme vous le feriez en photo. Et c'est complètement fou. On a pas mal joué avec cet autofocus parce que c'est de loin le truc le plus dingue de cette caméra. Il snap. Il est tellement rapide. On n'a pas l'impression d'une seule seconde que le point se cherche. On peut suivre des personnes dans la profondeur d'une image, ils peuvent venir face caméra, reculer, le point suit complètement, notamment grâce à un mode de détection de visage implémenté dans la caméra. Savoir que la caméra peut détecter un visage et donner la priorité à ce visage, c'est-à-dire se souvenir de ce visage dans une foule,
le suivre. Si ce visage est amené à disparaître, sortir du cadre, être masqué par un autre, et s'il revient, alors la caméra va le retrouver et snapper sur lui. C'est complètement fou. C'est vraiment complètement fou. Alors évidemment, il n'y a pas que détection de visage, il y a également un autofocus qu'on appelle wide, c'est-à-dire que ça utilise quasiment tout le capteur, 94% je crois que sur la base et 96% sur la hauteur, c'est-à-dire quasiment tout le capteur, où la caméra va faire le point. Elle va faire le point sur le premier sujet, le sujet qui est le plus proche du capteur. Donc si vous faites une interview avec, je sais pas, une amorce sur une plante, une porte, une lumière, peu importe, bah, ce sera ça qui sera net, ce sera pas le visage de la personne. Dans ces cas-là, décidez plutôt de vous mettre en priorité visage. Si vous décidez d'être en priorité visage, vous allez pouvoir sélectionner un visage, donc se bloquer dessus, comme on a vu, ou sinon, sélectionner différents visages et utiliser le joystick de votre poignet pour pouvoir sélectionner tel ou tel visage. Et l'autofocus est tellement impeccable que ça devient limite même gênant d'essayer de faire un combat contre lui, savoir qui arrivera le plus facilement à faire le point. Complètement fou. Et là où l'autofocus peut être très rapide, et du coup un petit peu dérangeant parce que ça donne un côté très mécanique, Sony a donné la possibilité de pouvoir débrayer la vitesse, c'est-à-dire ralentir la courbe de mise au point pour qu'elle soit un petit peu plus humaine, un peu plus organique. Voilà, pareil pour le moteur de recherche de mise au point, il peut être plus ou moins sensible, de manière à partir directement dès que quelqu'un sort du cadre et qu'il faut retrouver un point, ou alors flotter un petit peu avant de trouver un autre point, c'est d'avoir un côté un peu plus lent, un peu plus harmonieux, qui est un peu plus intéressant. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup sur cet autofocus, notamment sur cette caméra, sur ce modèle de caméra, semi-épaule, c'est quand on fait des interviews en marchant, ou quand on fait des lancements de sujets en marchant, marche arrière, tout ça, on a l'œil littéralement qui est constamment sur notre sujet à essayer de faire le point pour essayer de garder la distance, voilà, et faire super gaffe. Et on oublie complètement le cadre, on oublie complètement ce qui se dit. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que toutes les infos sont bien passées sur le lancement de sujet? Est-ce que j'ai ce qu'il me faut? Est-ce que je vais pas me casser la gueule derrière? Et en fait, on pense tellement au point, que du coup, on oublie tout un tas de choses dans le cadre. Et avec cette caméra-là, pour ce type de plan, mais c'est certainement pas le seul, ça vous permet de vous dire, voilà, je suis net sur mon présentateur ou net sur la personne que j'interview. Et je peux marcher, prendre la distance que je veux, m'éloigner, avancer, reculer, faire davantage attention au cadre et là où je mets mes pieds. Et je suis sûr d'être net. Et c'est con, mais cet autofocus-là va pas simplement nous donner de la certitude d'être net, mais va du coup, de facto, améliorer la façon dont on compose notre image et le rendu de notre vidéo. Et c'est assez fou de se dire simplement un bête autofocus va améliorer la qualité globale de ce qu'on tourne. Mais en fait, c'est vrai, quand on n'a plus à se soucier du point dans certains cas, je pense notamment à des sujets télé, alors ça va nous permettre d'avoir du temps mental pour réfléchir à d'autres choses dans notre composition. Un truc qu'on peut regretter cependant, c'est que l'écran de la FX9 ne soit pas tactile et que du coup, on peut pas faire le point simplement en appuyant là où ce qu'on veut que ce soit net. Ce serait bien qu'ils implémentent ça ou éventuellement qu'ils le fassent en liaison avec une application smartphone, etc. Donc on a un nouveau viseur. Alors c'est la même connectique, pareil, celle qui peut se mettre à l'endroit ou à l'envers, mais si on la met à l'envers, ça marche pas et elle s'abîme. C'est dommage. Voilà, c'est la même connectique. Par contre, c'est pas la même dalle. On est passé d'une dalle à 960 à une dalle à 1280 ou 1230, enfin des brouettes. Donc, une petite amélioration en termes de résolution. Dans la mesure où, de toute manière, le viseur est toujours un viseur en plastique avec une loupe simplement posée sur des pixels. Voilà, je suis toujours pas, moi, super satisfait de leur solution. Peut-être qu'il y aura un jour un vrai viseur tierce ou de la part de Sony ou peut-être sur la prochaine génération de caméras. Mais voilà, je suis quand même pas super emballé par
de manière générale, ces viseurs en plastique amovible, voilà, c'est juste une loupe sur des pixels, c'est pas forcément étudié pour. Quand on voit qu'on arrive à avoir des super viseurs OLED sur les boîtiers hybrides, des Alpha par exemple, voilà, on aimerait bien avoir un truc qui soit aussi un peu quali sur la FS7. Mais bon, c'est un petit point comme ça, soit dit en passant. Alors en parlant d'ergonomie générale, Sony a eu l'excellente idée de conserver la même poignée que sur la FS7. Elle est super cette poignée, super ergonomique. Ils ont juste rajouté un petit strap autour qui donne encore une meilleure prise en main, même si ergonomiquement la poignée était déjà vraiment bien. En ce qui concerne la connectique de la poignée, elle a changé. On n'est plus sur une prise LANC, une prise remote, donc c'était une prise jack, tout simplement. Là maintenant, sur une prise multi. La prise multi, ce que Sony appelle multi, donc c'est une sorte de prise qui ressemble vraiment à une prise micro USB, mais un peu plus profonde. Alors, je ne sais pas si c'est une prise micro USB ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle permet de faire des opérations beaucoup plus compliquées du point de vue de la poignée, transmettre des ordres beaucoup plus rapidement et plus complexes. Notamment des raccourcis. Donc voilà, ils sont décidés de passer là-dessus. C'est un petit changement qui aura peut-être son utilité. Alors pour parfaire, on va dire, ce rôle de caméra pour JRI, dock, etc. La caméra est dotée sur la prise shoe mount, donc le porte-griffe, d'une prise intelligente. Celle qu'on retrouve sur les A7S, c'est la même chose. Cette prise-là permet de pouvoir connecter des entrées audio supplémentaires. Et donc la caméra peut contrôler jusqu'à 4 entrées audio simultanées entre les deux prises XLR de la caméra, ainsi que la prise shoe mount intelligente. Dans les autres petites améliorations de la caméra par rapport à la FS7, on a quelque chose qui n'est pas piqué des hannetons. C'est la gestion du filtre neutre. Alors, on est comme pour la FS7 Mark II sur un filtre ND variable. Okay. Donc, on l'active une fois, sachant que de base, il n'y a pas de filtre, on l'active. Il monte, il est visible à la caméra. À ce moment-là, on a un quart de stop. Et ensuite, on va pouvoir le faire monter. Et on peut le faire monter tout simplement en appuyant sur un bouton. Donc on ne tourne plus la wheel, on appuie sur un bouton. Ce qui permet de pouvoir avoir une montée beaucoup plus crescendo et harmonieuse. Également, dans les réglages de la caméra, il est possible de rajouter des raccourcis pour les ND, pour pouvoir avoir accès directement à un raccourci bien spécifique. Et ça, pareil, c'est dans un souci de pouvoir faire monter progressivement de manière harmonieuse notre ND et qu'il n'arrive pas un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Quand on tourne avec la molette, on peut se retrouver à avoir des crantages, si on doit faire 2 ou 3 tours, où le filtre ND monte. Et surtout, le filtre ND peut être réglé en mode automatique. Ça, je pense que c'est énorme pour les personnes qui doivent être suivies aussi bien en intérieur qu'en extérieur, sur scène et puis en backstage. Ça peut être extrêmement intéressant d'avoir un filtre ND en auto plutôt que de compenser l'exposition en jouant avec les ISO ou le diaph. Alors en tout cas, moi, mon impression globale de la caméra, je pense que c'est une caméra qui va allègrement, à terme, remplacer la FS7. Elle est comme la FS7, mais mieux que la FS7. Donc on peut se réjouir du full frame, d'une meilleure sensibilité, d'une gestion un petit peu optimisée des ND, de l'audio, mais surtout clairement l'autofocus. Ça, c'est pour le coup complètement fou. Donc je pense que c'est vraiment une caméra qui va trouver son public là où la FS7 justement avait brillé, c'est-à-dire dans le corporate, le digital, l'événementiel, la news. Voilà, je pense que c'est une caméra pour ça. C'est pas une caméra qui a un form factor que moi j'apprécie, les caméras semi-épaule comme ça, à titre personnel, mais je sais que c'est une caméra qui risque fort de cartonner. Maintenant, dans les points négatifs de la caméra, pour moi, clairement, il y a le fait que la caméra ne fasse pas de 6K en interne et ne fasse pas de 6K en externe et ne fasse pas de 6K du tout. Je trouve ça un peu dommage, principalement quand on fait les interviews qu'on va restituer dans quelques années. Maintenant, on va les restituer en 4K. Les interviews, c'est bien de pouvoir se dire je filme en 6K, puis derrière je crop un peu. Voilà, donc à l'heure actuelle, la caméra fait que du 4K. Que du 4K, ce qui est déjà bien, mais ce serait mieux quand même 6, voire 8. Notamment parce que quand on voit la durée de vie de la FS7, on peut estimer que la FX9 fasse au moins autant. Et on sait que dans 3, 4, 5 ans, la caméra continuera à tourner et proposera encore du 4K. Et pas plus. Du coup, même si à l'heure actuelle c'est suffisant, je pense que dans le futur,
ce serait bien qu'on puisse faire un peu plus. Il y a ça, il y a l'œilleton, toujours. Bon, ça après, Sony reste collé avec leur œilleton, c'est dommage. Voilà, je suis pas archi fan. Et puis la troisième chose, c'est le tactile de l'écran. Voilà, j'aurais bien vu du tactile sur l'écran, ça se fait beaucoup, j'aurais bien aimé avoir ça. La caméra enregistre toujours sur des XQD qui pour moi est un format de carte qui va se prolonger dans l'avenir, à moins que la SD continue vraiment sa poussée en termes de débit et baisse encore plus les prix. Sinon, le format d'enregistrement XQD ne me gêne pas du tout. Les batteries sont les mêmes, sachant que Sony va sortir de nouvelles batteries avec d'autres capacités en même temps qu'ils vont sortir la FX9. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même une caméra que je trouve extrêmement intéressante. Je pense qu'elle a un vrai champ d'application. L'autofocus est extraordinaire, vraiment, complètement fou. C'est tout ce que j'avais à dire sur la caméra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner ou de partager ou de faire toutes ces choses qu'on vous demande à faire généralement à la fin des vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le site de Puzzle Vidéo ou sur le YouTube de Puzzle Vidéo ou sur le Facebook de Puzzle Vidéo ou peu importe. Ciao.